On va commencer par le commencement et je sais que tu aimes bien parler de ton enfance. Oui. Oui, tu en parles souvent en entrevue. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est une période qui résonne encore beaucoup pour toi? Oui, tout à fait. En fait, c'est très drôle. Maintenant, aujourd'hui, dans une vie qui va super bien, qui est heureuse, où je fais beaucoup, beaucoup de fois ce que je rêvais de faire dans la vie. Tu sais, quand j'ai des questions, là, quand j'ai des questionnements, quand Oui. je me pose des... Ben, avec ma voiture, là, je vais faire un tour dans mon quartier d'enfance. C'est vrai? Puis là, je me stationne, puis là, je me mets à marcher dans mon quartier d'enfance. Je repasse devant ma maison d'enfance, le centre de loisirs, les écoles secondaires, primaires. Puis on dirait que ça me... C'est ça. Ça me garde les deux pieds à terre, puis ça me fait réfléchir sur ce que j'ai à décider. Puis après ça, je repars, puis je suis content. Oui, Tu sais, ça t'apaise. Oui, d'une ça certaine m'apaise façon. vraiment, c'est le bon mot. Je ne sais pas pourquoi il y a ça, mais ça, c'est comme si le cordon ombilical n'était pas coupé. Tu sais, j'ai toujours ce cordon-là rattaché à ce quartier-là qui, quand moi j'étais enfant, était comme un village. Oui. Tu sais, Hochelaga-Maisonneuve, à ce moment-là, aux années 70, c'était un village. C'était vraiment ça. Nous autres, on pensait d'ailleurs qu'il y avait juste Hochelaga-Maisonneuve Il y avait rien au après. monde entier. Tu sais, parce qu'il n'y avait pas Internet. On ne savait pas qu'il y avait des gens qui parlaient une autre langue. Même dans notre ville, on pensait que tout le monde parlait français comme nous autres. Oui. On ne savait pas qu'il y avait des gens plus riches, plus pauvres. On pensait que c'était tout le monde égal comme ce qu'on était. Tu sais. Et puis, ben, à un moment donné, évidemment, tu découvres la vie, tu voyages, tout ça. Mais quand même, ça teinte à ce moment-là ton enfance, tu sais, puis ta façon de voir le monde après. Oui. À quel moment le chant classique est entré dans ta vie? Écoute, À très, quel très moment tu l'as jeune. découvert? Très, Oui. très jeune. Puis c'est pas parce qu'il y en avait chez nous. Il n'y en avait pas. Mon père était un fan de musique country. Oui. C'était du country all Oui. the way à la maison, là. CKVL 850 qui jouait à la radio, puis c'était juste ça. Mais à la télé, il y avait à cette époque, il y avait Yolande Guérard, il y avait José Todaro le vendredi soir. Puis moi, j'écoutais ça, puis ce que je faisais, en fait, c'est que ça me fascinait de les voir chanter si fort avec juste deux petites cordes vocales. Tu sais. Oui. Et puis, je les imitais. OK. Tu sais, c'était juste pour faire rire le monde. Tu sais, je les imitais parce que j'avais découvert que j'étais capable de les imiter puis de chanter aussi fort qu'eux autres. Puis je venais rouge, puis là, tout le monde riait bien de tout ça, tu sais, puis tout ça. Mais assez rapidement dans ça, puis là, c'est comme ça, j'ai peut-être 8 ans, là, tu sais. Mais assez rapide. Puis l'autre affaire, c'était... mon père voulait que je chante l'hymne national avec Roger Doucet le samedi soir, OK. qui, lui, le faisait pour le Canadien, tu sais. Alors moi, je m'installais dans le salon après la soirée canadienne et je chantais l'hymne national avec Roger Doucet, puis mon père était bien fier. Fait que c'est comme ça que cette façon de chanter-là est arrivée dans ma vie, puis a éveillé de la curiosité, parce que c'est vraiment à la base juste de la curiosité, Oui. parce qu'il n'y avait pas de musique classique, il n'y avait pas d'opéra. Fait que c'est une façon de... ma curiosité, elle est sur toutes les musiques, tu sais, sur beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, l'envie d'avoir mon opinion sur plein d'affaires. C'est-à-dire de pas nécessairement... Ton regard à toi. Exact. Tu sais, bien sûr que je vais écouter ce que l'autre a à me dire sur cette musique-là ou sur cet art-là ou tout ça. Mais au bout du compte, je ne veux pas dire « Ah, ça, j'aime pas ça parce qu'on m'a dit que c'était pas bon. » C'est parce que je l'ai écouté, je l'ai entendu, je m'en suis fait une idée, puis voilà. Et tu parlais de ce plaisir-là qui est arrivé très tôt et qui est arrivé très naturellement, même si ce n'était pas présent chez toi. Il y a le plaisir aussi physique de chanter l'opéra. Ah oui. Parce que chanter, c'est un plaisir, Oui. point. Mais chanter l'opéra, j'imagine que ça doit être quelque chose de très puissant physiquement. Oui, c'est très puissant physiquement, c'est assez demandant. En fait, plus tu avances dans le processus, plus tu apprends à contrôler cet instrument-là qui est quand même particulier parce qu'ici, aujourd'hui, on aurait un piano, ben on pourrait y toucher, on pourrait regarder comment ça fonctionne en dedans, tout ça. Là, une fois de temps en temps dans ta vie, il y a quelqu'un qui passe une petite caméra Oui. dans ton nez puis tu vois tes cordes vocales, mais tu trouves pas ça super cute, comprends-tu? Non. Alors, T'as pas envie d'aller les flatter. Non, tu veux pas voir ça souvent. Alors, donc, c'est un instrument qu'on voit pas, qu'on sent pas tant que ça, mais qui est facile à comprendre intellectuellement, mais dont le corps va pas nécessairement répondre toujours de la bonne façon. Alors, c'est de l'acharnement positif à réussir à travailler ça, puis à réussir à contrôler complètement
Donc, c'est deux petites L'organe, cordes hein. vocales, exactement là. Donc, plus on a une voix aiguë, plus nos cordes vocales sont petites. Plus on a une voix grave, plus nos cordes vocales sont longues. Et puis, j'ai eu envie d'explorer ça au maximum parce qu'effectivement, quand on chante, il y a un feeling extraordinaire. Même que, je t'avouerai que des fois, là, on s'écoute un peu, tu comprends? Oui. Parce que quand tu chantes avec un orchestre de 80 musiciens, particulièrement à l'opéra, parce qu'au concert, l'orchestre est derrière nous. Donc, tu chantes, puis ça va bien, tu sens que tu remplis l'espace de 3000 places avec ta voix sans micro. Mais quand tu chantes à l'opéra, l'orchestre est devant toi, dans la fosse. Et quand tu réussis à sentir cette puissance-là que toi, tu as, honnêtement, il y a quand même des fois où tu te dis « Hey, wow, c'est cool ». C'est vraiment... Tu te trouves cool, Ben, avec c'est-à-dire raison. que tu trouves que hey, c'est un long cheminement. Oui. Puis y arriver, là, cette fois-là, quand tu sens réellement que la voix... Puis c'est pas une question de force, c'est pas parce que tu as chanté fort. C'est parce que tu as chanté à la bonne place. Oui. Ça devient un peu ésotérique quand on parle de ça, mais chanter, tu sais, ça se situe à certains endroits. Puis si tu chantes à la bonne place, peu importe la force avec laquelle tu vas chanter, que ce soit un fortissimo ou bien un pianissimo, ça va passer à travers l'orchestre. Et là, il y a cette satisfaction-là d'avoir tellement travaillé fort pour l'apprendre, cette technique-là, puis là, tout à coup, la réussir, tu sais. Oui. Puis ça donne un effet physique aussi, tu sais, c'est grisant. C'est très C'est grisant. sûr que c'est grisant. Ouais. Je reviens à la musique country. Oui. Tu as mentionné que ton père était un immense fan de musique country. Ah oui. Quelle trace ça a laissé en toi, ça? D'abord que j'aime beaucoup la musique country. Mon père était un fan de musique country québécoise, canadienne et américaine. Tu sais, donc du country au western. Et puis, ça a fait que ça a tracé mon chemin sur ce que je disais tantôt, la curiosité. Tu sais. C'est cette musique-là qui m'a fait découvrir la musique, qui m'a fait découvrir des histoires très, très simples, mais très touchantes souvent. La vérité. Oui. Hein, tu sais, il n'y a pas de game. Tu sais, dans une chanson country, d'habitude, là, il n'y a pas de game. Le country, c'est ça. C'est ça. l'émotion pure, c'est exact. l'authenticité. Puis ça vient te toucher, ça vient te prendre. Puis là, tu te demandes comment ça se fait qu'une histoire aussi simple, une mélodie souvent très simple, t'a touché tant que ça. Ça te ramène aussi à la base. Tu te dis, hey, ça veut dire ça que 2, 3 ou 4 accords bien placés, là, puis avec les bons mots au bon moment, ça fait la job. C'est assez. C'est ça. Fait que là, après ça, tu t'en vas dans une symphonie, puis tu te rends compte que la fameuse symphonie n'est pas si compliquée que ça. C'est le même principe. C'est les bons accords au bon moment, une bonne suite. Place. Exactement. Mais tu sais, dans notre croyance, on a voulu élitiser la musique classique, l'opéra, puis tout ça. On a oublié que Mozart créait la flûte enchantée dans une taverne. Et puis, tu sais, que c'était la musique des gens, la musique du peuple. De tout le monde. De tout le monde. Et c'est la même chose pour la musique country. Donc, tu sais, on les met très loin, mais en fait, c'est très, très proche. J'ai été surprise de savoir que tu as été graphiste avant d'être chanteur. Ouais. Et ça, je crois que c'était pour faire plaisir à ton père qui s'inquiétait. En fait, mon père a travaillé à l'usine toute sa vie sans avoir de métier. Donc, il avait un petit salaire. Il a travaillé fort. Il a eu de la misère à arriver à chaque mois. Puis, un jour, j'ai dit à mon père, j'ai 16 ans, écoute, 3 mois avant qu'il décède, je lui ai dit, j'aimerais ça être un chanteur puis un acteur. Puis il dit, Marco, je te vois bien faire ça, tu sais. Vraiment. Maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire pour gagner ta vie? Fait que j'ai compris que lui, il dit, et puis il me l'a dit, il dit, tu sais, je pense que c'est un beau passe-temps, c'est un beau hobby, mais trouve-toi quelque chose de sûr. Parce que pour lui, c'était... Bon, il faut dire que mon père m'a eu très tard. Tu sais, mon père, aujourd'hui, on est en 2017, 94 ans. Mm-hmm. Donc, tu sais... il m'a eu tard, puis pour lui, il s'inquiétait, puis il se disait, la musique, ça fait pas vivre personne, fait que trouve-toi un métier. Puis, ceci dit, le graphisme, j'adorais ça. Oui. J'aime ça encore. J'en fais pour le plaisir, pour des amis. Tu continues, oui. Ouais, tu sais, mais j'adorais ça, là. Tu sais, c'était pas une corvée de faire ça. La seule affaire, c'est que j'avais toujours en tête
de chanter puis d'être sur une scène. Ça a été quoi le déclencheur qui t'a permis de faire le saut vers le chant? Une pièce de théâtre au théâtre Denis Pelletier en 1991. Ça s'appelle Don Juan revient de guerre. C'est du théâtre pas expérimental, du théâtre expressionniste, je dirais, allemand. Et dans ça, il y a plein d'extraits. On se sert en fait du principe de Don Juan, puis tous les Don Juan dans l'histoire. Puis à un moment donné, forcément, on arrive à un Don Giovanni dans l'opéra de Mozart, Don Giovanni. Il fallait chanter des extraits, puis il faisait des auditions. Moi, j'ai dit, ben tiens, je vais aller passer les auditions parce que je connaissais une personne dans la production qui était un ami. Mais je suis allé m'acheter les disques et puis la partition chez Archambault, puis je faisais semblant de lire avec la partition. J'avais aucune idée de ce que j'avais devant moi. J'apprenais par oreille. J'ai chanté à l'audition. Ils m'ont pris. Et là, suite à ça, je me souviens que c'était l'époque où Robert Lévesque, dans Le Devoir, était une sommité, mais en même temps un redoutable critique qui pouvait... Relation amour-haine. Qui pouvait nous faire pleurer pendant bien des jours si il décidait qu'il t'aimait pas. Et il avait beaucoup aimé ce que j'avais fait. Puis tu sais, ça a été... C'est nono, hein, mais ça a été comme mon coup de pied final qui me manquait avant de Ça t'a donné la confiance. Oui, exact. Puis là, je suis allé passer les auditions, Conservatoire de Montréal, Québec, les universités, toutes les universités où il y a de la musique au Québec. Je suis allé aux États-Unis même. Il y a une grande université à Bloomington, en Indiana, qui est vraiment un endroit incroyable pour les musiciens. J'ai été accepté partout. Fait que, tu sais, là, ça a fait... OK. Je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place. Oui. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais faire le parcours comme il doit être fait. C'est-à-dire que je ne vais pas tourner les coins ronds. Je vais faire exactement la formation classique qu'on doit faire. Tu sais, je ne vais pas dire, là, j'ai 23, 24 ans. Tu sais, je faudrait peut-être que j'oublie telle affaire puis que je continue à faire ça par oreille. Tout ça. Non, tu sais, je me suis remis. Écoute, ils m'envoyaient le samedi matin pour me mettre à niveau avec des enfants de 7-8 ans pour faire des cours de solfège. J'avais l'air de Toto dans Cinéma Paradiso. Au conservatoire? J'avais 25 ans, j'étais assis en arrière. Puis le samedi matin, je faisais des cours de solfège avec des enfants de 7-8 ans. Puis là, quand arrivait la pause, eux autres, ils appelaient ça la récréation. Oui. Mais j'avais 25 ans. Oui. Fait que c'est ta récréation. C'est une Christie de leçon d'humilité. Mais, tu vois, c'est ça. Je suis content. J'ai fait ce parcours-là, puis je regrette rien de ça. Et tu dis, en tout cas, j'ai lu que tu avais eu le syndrome de l'imposteur. Je pense que je l'ai même encore. Tu l'as encore? Oui. Je l'ai encore. En fait, c'est peut-être pas le syndrome de l'imposteur comme... Puis ça, là, je dis pas ça pour que ça fasse cute, là. Je suis comme ça. Je vais avoir 49 ans. Je suis encore à me dire, qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que je pourrais bien faire quand je vais être grand? Oui. Tu sais, la curiosité n'est pas que sur mes goûts musicaux ou quoi que ce soit, c'est sur ce que j'ai envie de faire, ce qui m'appelle, ce que je connais pas puis que j'ai envie de connaître. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai vraiment ce feeling-là. Qu'est-ce que je pourrais bien faire quand je vais être grand? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? C'est ça, tu sais. Alors, je suis vraiment choyé parce que dans ce 49 ans-là, il y a un gros X à terre, je me sens en plein milieu. Je suis chanceux de faire mon métier de la façon dont je le fais et je suis chanceux que le public l'accepte de cette façon-là parce que des fois, je me dis ça va être un peu mêlant de venir à un de mes concerts parce que des fois, c'est classique, des fois, c'est pop, des fois, c'est un peu des deux. Puis, je me suis jamais censuré dans ça alors que les deux mondes, le monde pop et le monde classique, m'ont des fois suggéré de me censurer. Mais ça c'est une interrogation que j'avais. Est-ce que tu as senti un jugement de part et d'autre? Oui. Parce que tu mélanges les gens. S'il y a des gens qui ne le savent pas, toi, tu ne te mets pas de frontières. Non. Tu es un chanteur classique, mais tu peux toucher à toutes sortes de musique. Tu te permets de chanter toutes sortes d'affaires et de participer à toutes sortes de projets. Exactement. Évidemment, si le projet m'intéresse, il n'y aura jamais un questionnement à me dire « Oui, mais Marc, tu es un chanteur classique, qu'est-ce que les gens vont penser? Oui, mais Marc, tu fais du pop, mais là, jamais, tu sais, j'y pense pas. Est-ce que le projet est intéressant et me fait vibrer? J'embarque dedans. J'avouerai, malheureusement, puis ça, je suis un peu triste de dire ça, que le monde classique a été plus jugeant envers moi que le monde pop. Le monde pop m'a accueilli beaucoup. Le monde pop, c'est pas qu'il juge, c'est plus qu'il
il est rempli de préjugés Oui. par rapport à la musique classique, aux chanteurs d'opéra, à l'opéra, tout ça. Alors que moi, les chanteurs d'opéra que je connais aujourd'hui, d'ailleurs, qui sont partout sur les scènes internationales, partout dans le monde, les grandes scènes, dans les grands rôles présentement, on n'a jamais eu autant de Québécois qui sont partout. Évidemment, on entend parler de Marie-Nicole Lemieux, de Yannick Nézet-Séguin, mais je pourrais vous faire une liste là, de 50, sans Il y en a même plein. réfléchir, qui occupent des scènes à Berlin, à New York, à Milan, et dont on n'a jamais entendu parler ici. Donc, c'est différent, la perception. Le monde pop a plus des stéréotypes par rapport à la musique classique. Et le monde classique a plus de jugement par rapport à... par rapport à... Bon, ben, c'est pas de la vraie musique ou c'est pas de la grande musique ou tout ça. Moi, j'aimerais ça qu'on m'explique en quoi, par exemple, une chanson comme Quand on n'a que l'amour, avec les orchestrations qu'on faisait à cette époque-là, dans la version originale, n'est pas quelque chose de classique. Et de la grande musique. Je pense que tous ces musiciens-là auraient de la difficulté à m'expliquer pourquoi c'est pas classique selon eux. Mais en même temps, je respecte leur idée. Je veux dire, c'est correct si c'est ça que tu crois. Moi, j'ai pas envie de me censurer ou de m'arrêter avec ça. Et c'est une envie que tu avais dès le départ, je crois. Oui. J'ai toujours... En fait, pendant mes 5 ans d'études au conservatoire, donc toutes les études, 4 fois, ils m'ont appelé dans le bureau pour me dire « Monsieur Hervieux, c'est terminé pour vous. Vous êtes renvoyé. » 4 fois? 4 fois. Et puis, les 4 fois, j'ai essayé tant bien que mal de dire « Mais pourquoi? » Mais très souvent, c'était juste parce que dans un concert examen que j'avais fait, j'avais décidé de chanter aussi un extrait de comédie musicale, puis une chanson de Brel ou bien de Bécaud, ou bien peu importe, tu sais, qu'est-ce que j'avais de Ferré. Et puis, là, on m'a dit, mais ici, on fait pas ça. Mais je dis, expliquez-moi pourquoi c'est pas un classique. Expliquez-moi. Puis on ne pouvait pas me l'expliquer. Alors donc, le concert d'après, qu'est-ce que je faisais? Je le refaisais. Ben oui. Puis là, j'étais dans le bureau, puis il me disait ça. Puis là, je partais de là. Puis j'allais voir, j'ai été extrêmement chanceux. Il y a eu des professeurs qui ont cru en moi vraiment beaucoup au conservatoire. La directrice de l'atelier d'opéra, Lorraine Prieur, mon prof de formation auditive, Jean Lebuy, mon prof de chant, Sylvia Sorette, qui eux autres partaient. Là, je sortais du bureau, je allais les voir les 3, puis je disais, bon, ça y est, j'étais à la porte. Fait que là, eux autres partaient, s'en allaient à la direction, disaient, non, on ne peut pas faire ça, on veut garder Marc, blablabla. Fait que j'ai été bien chanceux. Tu as été soutenu. J'ai été soutenu, j'ai réussi à y rester, mais t'avais une non tête de sans cochon. peine. Ben oui. T'avais une Tu sais, tête je vais de donner un cochon. autre exemple. À l'atelier d'opéra, on faisait toujours du Mozart, puis moi, j'ai pas une voix pour chanter Mozart. Fait que j'étais comme découragé. Je disais, ben oui, mais je peux pas faire... Tu sais, j'avance pas, tu sais. Alors, tu sais, c'est sûr que j'étais un peu plus âgé. Je suis rentré au conservatoire à 23 ans. Hein. Fait que là, je faisais des appels. Bon, au conservatoire de Val-d'Or, ils faisaient telle production, Les Brigands de Offenbach. Hey, ça, je suis capable de faire ça. Puis eux autres, ils n'ont pas le chanteur pour le premier rôle. Je vais le faire, moi. Fait que là, ils disaient, ben oui. Fait que là, j'allais voir la direction. Je disais, hey, je fais pas le Mozart à Montréal, je vais aller faire Les Brigands à Val-d'Or. Ils disaient, vous ne pouvez pas faire ça, M. Hervieux? Ben, je dis, mais oui, je peux faire ça. Si le principe de l'école de théâtre ou de l'école de musique, c'est d'avancer, ben je suis mieux d'aller faire ça pour avancer. Fait que, tu sais, ça a été ça. Hey, j'ai fait des affaires qui n'avaient pas d'allure. La 2e année de conservatoire, quand je suis rentré au conservatoire, j'étais étonné que les chanteurs n'avaient pas de formation dramatique. On nous disait, en fait, OK, tu joues Bohème, bien, Bohème, là, ça se joue toujours de même. Puis Traviata, ça se joue toujours de même. Je dis, ben non, c'est impossible. T'sais, moi, je pense que le chanteur d'opéra, c'est un acteur aussi. Alors, j'ai fait les auditions pour rentrer en art dramatique au conservatoire. Puis je me suis rendu loin dans le processus. Puis là, à un moment donné, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux plus être en musique? Non, je veux être aux deux. En musique et en théâtre, parce que vous ne m'offrez pas la formation. Je dis, ça se peut pas. Mais pourquoi ça se peut pas? Parce qu'il n'y a pas de précédent. Mais créons-le, le précédent. Ça ne s'est pas fait. Mais je sais que maintenant, parce qu'ils m'ont dit à cette époque-là, on ne peut pas. Mais maintenant, les chanteurs au conservatoire, par exemple, ont les mêmes cours de formation dramatique que ceux de l'art dramatique. Il y a des ponts fait que je suis comme un petit velours de ça, à me dire que je n'étais pas si fou que ça à cette époque-là. Oui. C'est ces affaires-là. Moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, quand j'ai un projet, j'ai envie de le dire, puis de
de créer l'événement. Marc Hervieux, on parle beaucoup de la démocratisation de la musique classique. On veut rapprocher justement la musique classique des gens pour qu'ils se rapproprient ce genre-là, les concerts, les disques et tout. Est-ce que ton parcours, ton mélange des genres, le fait que tu sois aussi animateur, qu'on te voit beaucoup, que tu parles aux gens, est-ce que ça contribue à ça d'après toi? Ah, c'est sûr, il y a plein de facteurs qui contribuent à la démocratisation des grands orchestres, de la musique classique, de l'opéra. Moi, je m'en suis pas fait une mission, là. Je me suis pas dit un jour, faut que je le fasse de façon tellement convaincante que ceux qui connaissent pas ça ou qui n'ont jamais entendu ça, ils soient convaincus. Non, j'ai juste eu envie de le faire comme moi je la sens. C'est-à-dire que moi, la musique, n'importe quelle sorte, il faut d'abord qu'elle vienne me toucher, tu sais, droit au cœur. Après ça, j'ai envie de la comprendre avec ma tête, puis de la laisser aussi dans mon cœur, de la comprendre avec des émotions. Alors, tout ça part du principe que, il y a 20 ans, à peu près, je me souviens de ça, il y a 20-25 ans, quand je commençais, ça fait 25 ans que je fais ça, là, cette année. Bonne fête. Merci. Puis je me souviens de ça dans la salle, tu sais, voir vraiment que des têtes blanches. Puis j'entendais les gens dire ça, puis moi, ça me dérangeait qu'il y ait quelqu'un qui dise « Mon Dieu, il y a juste des têtes blanches. » Je me dis « Qu'est-ce que ça vous fait qu'il y ait juste des têtes blanches? » Ce qu'il faut faire, par contre, c'est dire « Bon, eux autres, ils aiment ça. Fait qu'on va continuer à leur offrir quelque chose de qualité, puis de bon. Mais comment on fait maintenant pour dire à quelqu'un qui n'a pas cette expérience-là, « Hey, viens, comme je disais tantôt, viens faire ton idée par toi-même. » Puis j'ai vu Bien essayer, ouais. c'est ça. Puis je l'ai vu, le changement dans les salles, tu sais, les gens arrivés d'un âge beaucoup plus jeune, dans les maisons d'opéra ou dans les orchestres, des clubs genre 18-30, tu sais, puis tout ça. Mais ça s'est fait par plein de facteurs, des Pavarotti qui a fait Pavarotti and Friends, Oui. puis des Nagano qui est allé faire un truc avec les Canadiens, puis avec Fred Pellerin, puis tout ça. C'est tous les petits moments comme ça qui créent un grand mouvement, tu sais, qui fait que au bout du compte, on a envie d'essayer. Puis après, ben, on continue ou on continue pas. Moi, je reçois beaucoup de courriels ou de messages des gens qui me disent « Je suis allé vous voir à l'opéra ou au concert parce que je vous entendais à la TV, puis coudonc, je me suis dit, j'avais jamais été à la Maison symphonique, ça n'a pas d'allure. Tu sais, c'est quand même moi qui ai un peu payé cette maison. Hein? Avec nos taxes, on l'a payé, c'est à nous autres. Fait que, comment ça, je suis pas allé là? Fait que là, je suis allé, puis là, ben, je veux juste vous dire qu'avant-hier, je suis allé voir un concert, mais vous étiez pas dedans, là. Mais j'avais le goût d'aller voir un concert. Fait que ça, c'est le fun, c'est une belle récompense par rapport à ce que je fais, même si, comme je dis, c'est pas une mission. C'est pas une mission, là. Non, pas du tout, mais c'est un beau cadeau. Comment t'entretiens ton organe, justement? Non, mais on avait entendu parler de Céline qui te fait des grands moments de silence, qui ne parle pas parfois pendant des jours. Toi, qu'est-ce que tu fais pour entretenir ton organe? Moi, je suis une bébite un peu spéciale. Tu sais, j'ai zéro manie. J'ai zéro... j'ai rien. D'abord, j'ai appris une technique vocale extrêmement solide. J'ai eu au départ un cadeau de la vie, c'est-à-dire la voix que j'ai, le timbre que j'ai, la personnalité qui va avec la voix que j'ai, puis une voix à toute épreuve. Mais après ça, il ne faut quand même pas exagérer. Tu sais, c'est sûr que si je chante un grand concert ou un opéra, puis que la veille, je me tape la moitié de la bouteille de scotch, peut-être que je ne serai pas bien bon le lendemain. Mais faut juste être... Moi, je pense que tous les petites manies, là, tu sais, il faut manger telle affaire à telle heure, puis il faut faire ci, puis il faut porter un foulard, puis il faut que la température soit à 21,7. Puis tout ça, je pense que c'est juste psychosomatique, que c'est juste dans la tête. Puis ce que ça fait, c'est que quand tu ne l'as pas, là, tu te mets à paniquer. Et ça te donne une raison de peut-être être moins bon ce soir-là. Mais tu n'as pas besoin de raison. Tu as juste besoin d'avoir envie d'y aller, d'avoir confiance en toi. C'est un peu particulier, mais moi, j'ai pas le trac. Je l'ai pas. Pas du tout? Zéro. Ah non. Zéro. Là, t'embarques sur une scène dans le même état que quand tu vas faire ton épicerie. C'est un peu weird, là. Il y en a qui disent « Oh mon Dieu, pour être un bon chanteur, un bon acteur, il faut avoir le trac, tout ça. » Moi,
je juge pas si je suis bien bon ou bien poche, mais ce que je sais, c'est que quand je suis sur une scène, je suis bien. Je sais que j'ai appris à contrôler cet instrument-là. Puis je vais vous donner le meilleur de ce que je suis capable de faire le 26 mai 2013, au moment où je le fais. Peut-être que la veille, ça aurait été meilleur, mais peut-être que la veille, ça aurait été bien plus poche. Puis le lendemain, c'est la même chose. Parce que peut-être aujourd'hui, je me suis chicané avec ma blonde le matin. Ma mère est malade. Mes enfants ont eu une réussite extraordinaire. Tout, que ce soit du bonheur ou du malheur, tout teinte notre voix. Oui. Puis nos émotions, puis la façon de faire ça. Ah, les émotions jouent sur la voix. C'est fou. Tellement. Donc, et moi, pour moi, le plaisir, le plus grand plaisir que j'ai, c'est d'aller au concert. C'est d'aller voir des artistes sur scène, bien au-delà de les écouter sur disque. Parce que sur disque, on est capable de tout faire maintenant. Tiens, on est entre nous, là. Je vous avoue quelque chose. J'ai déjà enregistré pour des ténors des notes aiguës. Des ténors qui étaient en train de faire de leur disque, puis la note aiguë, là, ils n'étaient pas bien bons dans leur note aiguë. Fait que moi, je suis allé faire juste un petit bout de phrase. Puis là, c'est moi qui... Mais il n'y a personne qui dit ça, là, sur le disque. Alors, ce que ça veut dire, ça, en fait, ça veut dire que le moment où tu es en spectacle puis tu vois quelqu'un, c'est là qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de machine qui va tout arranger, puis il n'y a pas un technicien de son extraordinairement talentueux qui va tout faire que tout est beau. Il y a juste la vérité. Puis la vérité, dans tout ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est quelque chose que j'ai envie qu'il soit toujours présent. Puis quand tu vois un artiste, moi, j'aime bien mieux voir un artiste qui, 2-3 fois dans la soirée, va peut-être rater une note, mais qui est tellement là, tu sais, qui est présent, là, que d'entendre quelque chose de parfait. Bon, alors si je vois quelqu'un qui est très présent puis qui est parfait, là, là, c'est beaucoup de bonheur. Là, c'est le gros bonheur. Ouais. Mais l'authenticité, comme dans la musique country. Ben voilà. On revient à ça. Marc, il y a une portion de l'entrevue. Je me suis inspirée du questionnaire de Proust pour créer le questionnaire de Pogonath. OK? Ben, ça, c'est bon. Donc, je te pose des questions. Tu me réponds ce qui te vient. Qu'est-ce qui te fait rire? Mes filles. Qu'est-ce qui te met en colère? Les imbéciles. Ton plus grand rêve? Je rêverais de partir à travers le monde avec ma blonde puis mes filles sur un voilier, puis un autre bout à voyager. Tu sais, vraiment m'arrêter pendant, pas dire une année sabbatique, m'arrêter pendant le temps que ça prendra pour qu'on fasse ce qu'on a envie de faire. Ouais. Genre un billet ouvert. Oui, exact. La personne qui t'a le plus influencé? Quand j'étais adolescent, je travaillais dans une base de plein air à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Puis la personne qui m'a le plus influencé, c'est la cuisinière. C'est vrai? La cuisinière qui était là, qui avait travaillé toute sa vie dans les camps de bûcherons, puis qui nous racontait des histoires exceptionnelles à tous les jours. On ne pouvait pas comprendre qu'elle avait une nouvelle histoire à chaque jour. Puis elle, un jour, pour ma fête de mes 30 ans, elle me disait tout le temps à base de plein air, quand j'avais 17 ans, elle disait « Va chanter, Marc, reste pas ici, fais pas ça, là. Va chanter, va chanter. C'est ça qu'il faut que tu fasses, toi, aller chanter. » Puis à un moment donné, ça commençait à marcher. Puis à mes 30 ans, elle ne pouvait pas venir parce qu'elle était très malade. Puis elle m'a juste dit une phrase par vidéo. Elle m'a dit « Bonne fête ». Puis elle m'a dit « Marc, oublie pas une chose. À quoi ça sert d'aller conquérir le monde si c'est pour perdre son âme? » Puis ça, c'est resté dans ma tête toujours. Et ce personnage-là de Momo, on l'appelait Momo, qui a eu une vie super dure, tu sais, à faire la bouffe dans les camps de bûcherons, mais qui avait on vient à la même affaire, une vérité imbattable. Imbattable. Si elle te disait ce qu'elle pensait de quelqu'un, tu disais « Oh my God », que j'ai zéro argument contre elle. Ça n'avait pas de sens. T'sais. Momo. Oui, Momo. La qualité que tu aimerais avoir? Bon, je vais la transformer un peu, mais tu sais, quand on est enfant puis qu'on rêve de trouver une lampe magique puis d'avoir 3 vœux, le premier vœu que j'ai toujours rêvé d'avoir et que j'aurais demandé au génie qui serait sorti, c'est d'être capable de jouer de tous les instruments de musique du monde entier. Enfant, le petit cul, c'était à ça que je pensais. Je me disais, hey, moi, si le génie sortait, là, j'y dirais,
Je veux jouer de tous les instruments. Je vais être capable de jouer de façon là, impeccable de tous les instruments du monde entier. Si jamais je rencontre un génie, c'est encore ça que je vais lui demander. Ce serait ça ta demande. Le défaut que tu aimerais ne pas avoir. Ah, des fois, je suis dans mon caractère. Vous le voyez à la télé, vous l'entendez à la radio, dans les spectacles, dans mes entrevues. Je suis un gars positif, heureux, tout ça. C'est vrai qu'on n'est pas toujours comme ça dans la vie, mais j'ai pas de zone grise. Je suis soit super de bonne humeur ou un peu trop dragon. Il n'y a pas de... D'entre-deux, Ouais. il n'y en a pas. Puis quand le dragon est là, après, tu te dis « Oh, j'avais pas le goût de ça, tu sais. » Mais ça arrive. Un gantier. Bien, oui. Le bonheur, c'est quoi pour toi? Oh, c'est bien simple, le bonheur. C'est d'abord d'avoir la chance de faire ce que je rêvais de faire, là, d'avoir la chance de le faire au quotidien et de le faire beaucoup, de le faire énormément. Le bonheur, c'est juste manger un sandwich avec mes filles sur le bord d'un... Le bonheur, c'est de trouver une frite dans le fond d'un sac qui est tombé du casseau puis que tu savais pas qu'elle était là. Tu comprends? Oui. Le bonheur, c'est tellement petit, là, mais dans le petit comme ça peut devenir immense. Moi, c'est un sourire sur la rue. C'est vraiment des choses faciles. Le succès, c'est quoi pour toi? Bien, ça revient un peu à ce que j'ai dit tantôt, mais le succès, c'est plus pour moi de réussir à faire ce qu'on avait envie de faire. Là, avec les réseaux sociaux, on le voit. Moi, c'est une affaire qui m'a marqué de voir combien il y a de gens qui disent, qui parlent de leur job et qui disent comment ils haïssent ça, leur job. Puis moi, je trouve ça vraiment triste parce que, hey, on en passe du temps dans notre job, dans la vie. Oui. Et puis, quand, imagine, tu n'aimes pas ce que tu fais, ben il me semble que... Puis je comprends la réalité, là, que des fois, tu n'aimes pas ça, mais tu peux pas changer ça parce que tu as une famille à nourrir, parce que tu as une hypothèque à payer, parce que tu as des responsabilités. Mais tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est tough, là. C'est tough, c'est long. Alors ça, là, pour moi, c'est... Ouais. Ton plaisir coupable. La crème en glace. Ah. Hey, moi, là... Quelle saveur? Ah, écoute, moi, là, je pense que je remplirais une piscine puis je sauterais dedans. Noix de coco. Noix de coco, ah, j'adore. J'ai un souvenir oui. de gelato. Bon, j'ai vécu longtemps en Italie au début de la carrière, puis j'ai un souvenir... Ah, ça fait bien big, là. Je le vois, la place, là, à Rome, là. J'allais toujours là. Écoute, il me voyait arriver 2 coins de rue avant, puis il me préparait un gelato à la noix de coco. C'était fabuleusement bon. Ah, c'était bon. T'aimerais qu'on se rappelle de toi, pourquoi? Oh... C'est dur à dire, ça, mais j'aimerais ça qu'on se rappelle du gars honnête, entier que j'ai essayé d'être. Simple, cool. Tu sais, juste, moi, je suis vraiment... j'aime le monde. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Puis je me trouve chanceux de ça. C'est comme la poune. Mais, hey, attends une minute, là. Là, je sais. Est-ce que tu as lu ça? Oui. Parce que moi, la poune, c'était ma voisine. Oui, Puis la poune, elle venait me chercher chez nous. Puis elle cognait. Je suis contente d'avoir pu plugger la poune. Elle cognait, puis elle disait, bon, ben Marco, es-tu là? Et je partais à la pêche avec la poune toute la journée. J'avais 6, 7, 8, 9 ans. Puis ma meilleure amie l'été, c'était la poune. Alors... Ma meilleure là, amie l'été, c'était la mais poune. c'est quand même drôle. Mais elle était notre voisine. Puis à la campagne. Ça, c'est splendide, hein? Et puis, moi, j'ai vu là, des parties incroyables, tu sais. Puis moi, j'avais le droit d'aller là tout le temps, tu sais. Je passais mes journées là, puis j'ai vu, tu sais, des Denis Drouin, puis des mandats parents venir passer la journée là. Ça, c'était notre chalet d'été. Puis elle était la voisine, puis elle demandait à mes parents de l'aider pour entretenir le terrain. Puis mon père faisait son gazon, puis tout ça. Puis c'est quoi? Ça, j'ai pas compté ça souvent, mais un jour... Mme Ouellette avait perdu sa compagne qui était décédée, que je connaissais vraiment très bien, tu sais, Gertrude. Et puis Gertrude est décédée. Mme Ouellette, elle vient chez nous et elle dit à mon père, « Je suis plus capable de venir, M. Hervieux, au chalet. Je vois Gertrude partout. Fait que mon père dit, « Bien, Mme Ouellette, ça va passer. Tu sais, c'est comme tout le monde. Je veux dire, à un moment donné. Non, j'ai décidé que c'est vous qui alliez avoir
mon domaine. Là. Ah oui? Madame Ouellette, moi, je loue un chalet où on voit le jour entre les planches. Là, j'ai pas une scène, j'ai pas d'argent. C'est vous qui allez avoir ça. Puis la poune, elle a laissé son chalet à mon père à une seule condition. C'était que dans le garage, elle puisse laisser toutes les malles de costumes du Théâtre national qu'elle avait. Puis elle n'avait pas de place pour entreposer ça. Fait que toute mon enfance avec mon frère, on allait, nous autres, dans notre garage. Puis il y avait des milliers de costumes du Théâtre national et des tournées de mandats par an, puis de tout ce monde-là. Puis on se déguisait toute la journée, puis on faisait des sketchs. Puis avec les costumes de ce monde-là. C'est quand même flyé, hein? C'est incroyable, ça. Oui, on a fait ça toute notre enfance. Hey, moi, je serais devenue folle de joie. On est venu pas mal fou aussi. Ouais. Une petite dernière, si j'ai le temps, parce que tu joues dans décembre. Oui. Le spectacle de Québéquissime, donc un spectacle du temps des fêtes qui a lieu ici, au Théâtre Maisonneuve, du 14 au 30 décembre. Exactement. Donc, Noël, c'est quoi pour toi? Hey, Noël, moi, c'est revenu dans ma vie avec les enfants. Noël, c'est la magie qu'on voit dans les yeux des enfants, dans une mini-responsabilité qu'on a de les aider à se créer des souvenirs. Tu sais, nous autres, on en a des souvenirs, puis des fois, on tombe dans notre nostalgie. Moi, mon père, dont je vous parle beaucoup, il est décédé l'avant-veille du jour de l'an. Fait que le temps des fêtes est devenu, pendant plusieurs années, assez ordinaire. Puis quand j'ai eu mes enfants, mes filles, j'ai compris que j'étais là pour leur donner des nouvelles histoires de Noël puis du temps des fêtes. Et j'aime ça. J'aime m'arrêter dans le temps des fêtes avec mon monde, faire de la bouffe, cuisiner, jouer dehors, rester en pyjama, faire un feu, toutes ces affaires-là, aller patiner. Tout ça, c'est le fun. Noël, c'est le fun. Puis chanter des chansons. Chanter des chansons. Je me tourne vers le public qui est ici à la Place des Arts, chez Georges-Émile. Là, c'est l'heure de poser vos questions. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez à Marc Hervieux. Oui. Ah, vous êtes donc bien fine. Mais là, c'est pas une question, ça. Ça, c'est pas une question, un commentaire. Vous êtes beau. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parce que sinon, oui. Ah, Okay. madame, Ou d'autres compliments. Merci, Catherine. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que vous allez revenir à la radio? Moi, j'ai beaucoup aimé les rendez-vous de fin de semaine avec vous. Bon, alors, j'ai le plaisir d'être un collègue de Catherine depuis cet Nous sommes automne. maintenant collègues. Parce qu'en fait, je suis revenu à la radio, mais d'abord depuis 1 mois et demi, 2 mois, sur la version web de la radio classique de Radio-Canada qui s'appelle Muse, que vous pouvez accéder par ici musique.ca/Muse. Oui. C'est une radio, une vraie radio là, avec des animateurs qui commentent, qui présentent, tout ça, de musique classique, exclusivement classique, en continu, 24 heures par jour. Donc, je fais ça. Moi, je suis en ondes sur le web le lundi avant-midi, tout l'avant-midi, mais aussi, à partir de janvier, les dimanches matins à 8h30, je vais être à la radio ici Musique, à la radio de Radio-Canada, où je vais accompagner vos dimanches matins. Puis, pendant le temps des fêtes, il y a beaucoup d'émissions. Il y a une émission qui s'appelle Les Beaux Matins. Je vais être là les 23, 24 décembre, 30, 31. Je vais être là en soirée aussi, entre Noël et le jour de l'an, où je fais des rencontres avec des musiciens, des chanteurs, Marie-Nicole Lemieux, Karina Gauvin, Jean-Marie Zetouni, le chef d'orchestre, Jean-Michel Blais, le compositeur et pianiste. Extraordinaire, gars. Ouais, puis on a pris des concerts, comme Jean-Michel, là, lui, l'été dernier, il a fait un concert fabuleux sur le toit du building Ubisoft sur Saint-Laurent. On l'a enregistré. Moi, j'ai pris ces concerts-là, je les ai morcelés. Fait qu'on écoute comme 2-3 pièces. Là, je jase pendant 5-6 minutes avec l'artiste. Puis on continue d'écouter. Fait que ça, c'est entre Noël et le jour de l'an, le soir à 20h. La veille de Noël, si jamais ça vous tente, c'est quand même bizarre, mais à 11h, à partir de 11h, je serai là. Puis à minuit, je me ferai pas prier parce que je suis bien facile à partir, mais je chanterai le minuit chrétien à minuit, tu comprends? Donc, je vais être pas mal présent à la radio à partir de maintenant, en fait, à Radio-Canada. On aimerait tous avoir un Marc Hervieux pour nous chanter le minuit chrétien, hein, la veille Hey, de Noël. aujourd'hui, c'est la guignolée, hein, vous dire le nombre de fois que je l'ai chanté. Une autre question. Là-bas, Myriam va vous apporter le micro. Ouais. Moi aussi, je vous aime beaucoup, beaucoup. Merci. Puis, je vous remercie pour votre grande générosité. Vous êtes gentil. Puis
là, je vais peut-être vous poser une question un peu compliquée. Allez-y. C'est qui votre compositeur préféré? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vous dirais, je vais y aller avec le compositeur que j'aime le plus chanter à l'opéra. Je vais vous en donner deux pour des raisons bien simples. Je vais vous en donner un qui est dans une autre langue, en italien. J'aime beaucoup chanter Puccini. Pour moi, c'est de la musique et des personnages qui sont très proches de moi parce que il n'y a pas trop de nuances. On y va, tout de go. J'aime beaucoup Puccini. Puis en français, à l'opéra, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Massenet. Massenet, je trouve, a réussi à donner un caractère romantique extraordinaire à la musique française, à l'opéra français, qui des fois, avant, était un peu plus, je vais employer un très mauvais terme, mais un peu plus straight. Puis sinon, mes grands compositeurs de musique symphonique, mon compositeur préféré, c'est Rachmaninov. Parce que dans la musique de il y a un romantisme extraordinaire que j'aime beaucoup. Bienvenue. Une dernière question peut-être. Une dernière Courte question. Qui Courte se question. lance? Ah, il y a une main levée là. Bonjour. Bonjour. Marc, moi j'ai appris à te connaître en tant que chanteur d'opéra. Puis quand après ça, je t'ai vu à la télé, j'aime beaucoup ta joie de vivre. Bien, merci. Puis tu es une belle personne à l'extérieur, oui, mais à l'intérieur aussi. Je voudrais savoir comment tu fais pour avoir de l'énergie ou regagner ton énergie. Et si tu avais plus de temps dans ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Je vais vous dire honnêtement, je suis juste... moi, là, petit cul, là, je me serais pas enduré pantoute. Moi, j'ai toujours été très, très hyperactif. J'étais vraiment de l'ouvrage à gérer là, quand j'étais enfant. Alors, j'ai de l'énergie un peu sans fin. Je vais vous donner le genre... Puis c'est pas pour faire... mais le genre de journée, là... hier, j'étais en répétition toute la journée. Après ça, il fallait que je parte à Québec parce que j'étais en concert à Québec. Mais après le concert à Québec, j'ai rencontré les gens. Mais là, après, je suis rentré dans ma voiture. Je suis revenu à Montréal parce que ce matin, il fallait être à Radio-Canada à 5h40 pour le début de la guignolée. Fait que je suis arrivé à 2h20 du matin. Mais à 5h40, j'étais à Radio-Canada. On a fait la guignolée toute la journée. Là, je suis ici. Puis, je suis heureux d'être ici. Mais c'est juste, tu sais, chacun a l'énergie qu'il a. Puis, c'est juste ça qu'il faut respecter. Tu sais, des fois, quand on se pousse trop loin parce qu'on veut emprunter qu'on n'a pas, c'est là que ça devient un problème. Mais quand on a. Puis quand il faut, on sent qu'il faut se reposer puis prendre ça plus relax, bien, c'est ça qu'il faut faire. Alors, mais j'ai la chance d'avoir un petit système qui se régénère bien vite. Merci beaucoup, Marc Merci, Hervieux. Catherine. Merci beaucoup. Oui, on peut l'applaudir. Je rappelle que Marc Hervieux est en spectacle dans décembre, ici au Théâtre Maisonneuve, du 14 au 30 décembre. Merci à vous, public chez Georges-Émile, d'avoir été là. Merci de nous avoir regardés en Facebook Live. Et revenez-nous après les fêtes. Il va y avoir d'autres rencontres avec des artistes sur la place publique chez Georges-Émile. Merci, Catherine. Merci, Marc. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous êtes bien fin. À la prochaine. Joyeuses fêtes, tout le monde.